Je vais me mettre en Tac. haut-parleur, je vais t'écouter. Alors, est-ce qu'on m'entend bien cette fois-ci? Ça, on peut me dire dans le chat. Ah, bah parfait, on m'entend. Bon, bah c'est bon. Le petit On t'entend? souci. Ouais, on m'entend. Ok. On va reprendre depuis le début, puisque c'est comme ça. Bon, bah tout est good. Et bah c'est parti. Et bah rebonsoir à tous et re-bienvenue pour ce quatrième épisode de l'apéritivo. Donc, comme je vous disais, petit souci technique, mais on va remonter le temps tous ensemble. On va repartir en 2008, voire 2006, 2007, jusqu'à 2010 pour cette partie 1, parce qu'il y aura deux parties pour ces prémices de la Banterera. Et on va parler durant ce petit live de quasi 1 heure de mercato, de finance. Et pour parler de tout ça, justement, je suis pas tout seul, je suis avec l'ami Alan de Milan Actu. Salut Alan. Salut Adri, salut Mo et salut à tout le monde. Très heureux d'être en votre compagnie pour parler du Milan. Et je suis avec Mo justement de Solo Milan. Salut Mo. Salut tout le monde et puis bienvenue. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Et bah parfait. Et bah messieurs, on va tout de suite se lancer dedans. On va avant remettre un peu les choses dans le contexte parce qu'on va un peu parler de tout ce qui est Calciopoli, Banterera, tout ça. Donc on va vous donner des petites définitions assez courtes comme ça. Voilà, on sera tous logés à la même enseigne. Alors le Calciopoli, donc c'est arrivé en 2006. C'est un arrangement avec les arbitres où il y a eu plusieurs clubs mouillés justement par ça, dont l'AC Milan, la Juve aussi puisqu'elle a été reléguée par la suite, la Lazio, la Viola aussi ont eu des petits soucis Mm. par rapport à ça. Galliani a été suspendu 5 mois côté du Milan. Et Milan a pris 30 points de pénalité pour la saison 2004-2005, justement, et 9 sur la saison 2005-2006. Mo, est-ce que tu peux un peu plus nous éclairer par rapport à ce Calciopoli, s'il te plaît? C'est un sujet qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais globalement, ce qui s'est passé, ça touche surtout la Juve. Après, on a eu des preuves, hein, comme quoi il y avait d'autres clubs touchés, etc., qui étaient mouillés là-dedans. Mais du côté du Milan, le ressenti globalement était, en gros, on n'a rien fait, mais on est quand même épinglé. C'est pour ça que ce titre de Champions League en 2007 a été quand même assez paradoxal parce que Milan a vu son image touchée au niveau national, mais pour autant, elle a brillé sur le plan international. Et donc cette Champions League là, on se souvient peut-être tous des images de Gattuso qui tient une petite pancarte en disant le Scudetto, vous le mettez dans le voilà. Et en fait, vraiment, c'est ça, c'est qu'il y a eu un truc où, pour beaucoup, le Milan n'était pas là-dedans, mais a quand même réussi à briller sur la scène internationale grâce à cette Champions League de 2007. Et c'est un peu là où tout débute, en fait. Le début de la fin, c'est vraiment cette Champions League 2007. Pour moi et pour beaucoup, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un changement de gestion, un changement de programme, de ligne directive au niveau du club et de l'organigramme, etc. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Et du coup, comme je vous disais, on va aussi parler un peu de Banterera. Alan, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce que c'est une Banterera? Je crois que j'ai des petits soucis de connexion, je suis désolé. Ah, Alan, est-ce que tu m'as entendu, toi? Non, Non? j'ai entendu juste la fin de la phrase Et de bah, est-ce que Mo et du coup, après alors comme je disais, on va aussi parler de Banterera. Est-ce que tu peux nous définir pour toi ce que c'est la Banterera? la Banterera. Ah, ouais, alors la Banterera, enfin, selon moi, c'est un peu un panoramique sur les anecdotes risibles d'un club sur une période donnée. À titre d'exemple, l'équipe de France de 2007 à 2014, l'équipe d'Arsenal de 2012 à aujourd'hui, et évidemment le Milan hein, qui vit une période très sombre depuis 2012. Et voilà, donc c'est un peu toutes les petites anecdotes, toutes les petits trucs où on peut se moquer. On en fait un peu un panorama, on illustre tout et on se fend un peu la gueule avec avec du recul évidemment quand ça nous concerne. Ok, super. Alors on parlait justement de Calciopoli. Mo, est-ce que pour toi justement, ça a eu
un impact de un sur l'image du club et de deux sur les finances du club? Ça a forcément eu un impact là-dessus, sur l'image évidemment, pour le public. En fait, Berlusconi, pour beaucoup, Berlusconi, en fait, c'est le Maguire typique. Il est au club depuis, ça fait maintenant, enfin, il a passé 30 ans au club. Ouais. Il est arrivé en 85, 80, dans les 81. années 80, ouais, c'est ça. Il est arrivé dans les années 80 et toutes ces sociétés ont toujours trempé dans des scandales, que ce soit Mediaset, la Fininvest, l'autre société d'édition, je n'ai plus le nom en tête malheureusement, mais il y a toujours eu des scandales concernant Berlusconi. Et là, en fait, c'est quelque chose de plus, mais là, ça concerne le club du Milan AC, et évidemment que ça a un impact sur les finances. Par contre, c'est un peu différent. Berlusconi a toujours mis en avant son club avec des belles épopées, que ce soit les épopées de 90 avec Van Basten et compagnie, ou bien justement le début des années 2000, où la première période des années 2000 était quand même splendide, avec une Ligue des Champions, mais surtout un investissement colossal avec les recrutements de Rui Costa, Inzaghi, Nesta, qui étaient des joueurs stars, voire pour certains capitaines de leur équipe. Et là, on se retrouve dans une situation où, évidemment que le futur est moins stable. C'est-à-dire que pendant cette période 2006, il y avait peut-être une potentielle sanction qui allait être plus grosse que ces 9 points pour la saison. Et personne ne savait précisément ce qu'il en était. Et c'était difficile de s'engager avec le Milan AC pour la saison 2000, la saison suivante, parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner, quoi. Ouais, ok. Donc justement, du coup, par rapport à ça, par rapport à ces prémices justement de la Banteria, donc il y a eu pas mal de soucis budgétaires pour l'AC Milan. Alan, justement, avec tous ces soucis, enfin, toutes ces restrictions budgétaires, est-ce que Milan l'est toujours autant? Parce que je rappelle du coup qu'on a eu quand même R9 qui arrive à Milan. Alors ouais, c'était plus le R9 voilà, qu'on a connu, mais voilà, c'est quand même bah, du coup un grand nom, forcément. Donc on a eu R9 qui est arrivé, on a eu Beckham aussi. Qui est arrivé, qui a sorti de belles choses justement avec le club. Et on a eu aussi Ronaldinho. Voilà, est-ce que, alors Milan plaît toujours autant, Alan, quand on voit justement tous ces grands noms? Oui, évidemment que le Milan plaît toujours autant, de par son nom, de par son nom sur la scène européenne, son nom sur la scène italienne, cette Ligue des Champions, 17 Scudetto dans cette période. Donc forcément, ça attire toujours autant. Le stade, les infrastructures. Enfin, franchement, n'importe quel joueur aurait aimé signer au club malgré nos problèmes, nos petits problèmes financiers. Je prends par exemple le Capato, où quand on le recrute en 2008, tu as quand même Chelsea, qui est actuellement une des plus grosses puissances du football. Tu as le Real Madrid et l'Inter qui sont vraiment chauds dessus. Et c'est nous qui finissons par rafler la mise. Donc voilà, le Milan, ça attire. Je pense que c'est vraiment, peu importe nos périodes, même si on est au fond du gouffre, ça continue, ça attirera toujours, quoi. Ouais, alors là, on s'écarte on va s'écarter très légèrement. Pour toi, Mo, Ah, pour 2000. Même maintenant, ça attire encore Milan. Voilà, malgré les soucis qu'il y a depuis plusieurs saisons, les soucis budgétaires, comme on en a parlé, Milan plaît toujours encore, de toute façon. C'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que en 2007, ce qu'on a eu, c'est une fin, c'est le début de la fin, c'est le début de cette fin de ce cycle. C'est le début de la fin. C'est la fin de ce cycle, c'est-à-dire des sénateurs. Donc l'équipe qui est composée de Seedorf, de Nesta, de Maldini, de Costa Curta, de plein d'autres joueurs qui commencent à être sur la fin. Donc on a une moyenne d'âge qui est assez élevée pour ce titre en 2007 de Ligue des Champions. Personne ne s'attendait à une victoire finale de Milan, contrairement à 2005 où on l'attendait. 2005, c'est une erreur de parcours, c'est une prestation exceptionnelle de Liverpool, et voilà. Mais 2007, du coup, c'est la revanche, mais qui n'aurait jamais dû arriver techniquement, dans le sens où Milan n'était pas attendu, un peu comme l'équipe d'Italie en 2006, qui avait l'équipe la plus âgée du tournoi et qui finit par la remporter
On s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. Et du coup, on se retrouve avec une équipe qui est en fin de vie, où justement personne ne pense au futur. Et ça a été le problème de la direction là-dessus. Ils n'ont pas pensé à la suite. Au niveau de l'image, la phrase préférée de Berlusconi et de Galliani à cette époque-là, justement, c'était « Nous sommes le club le plus titré au monde ». Et ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé jusqu'à la fin de leur présidence, jusqu'à la fin de leur présence. C'était « Nous sommes le club le plus titré au monde, pardon. Et on est bien comme ça. À chaque fin de mercato, Siamo Apostocosì, pour dire on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour performer. Le problème, c'est que ce n'était pas le cas et qu'ils n'ont pas pensé plus loin. Donc oui, Milan plaît toujours. Il y a toujours cette image-là d'un des clubs les plus titrés au monde. Mais au final, si on regarde au niveau des performances, aujourd'hui, on a des joueurs comme Simakan, par exemple, ou Dominique Szoboszlai, qui préfèrent rejoindre Leipzig plutôt que le Milan AC. Ouais, bien sûr. Et ça montre bien que Milan est un club bien en dessous de ce qu'il a pu être auparavant. Et si on fait la comparaison entre 2005 et maintenant, donc 15 ans après, ça ne ressemble plus du tout à la même chose au niveau au niveau des finances, au niveau des joueurs, au niveau du charisme, au niveau de la Standing. réputation. Et forcément, du coup, les résultats suivent pas. Milan n'est plus non plus européen depuis quelques temps. Alors, on est entre guillemets que en Europa League, donc forcément aussi ça peut aussi moins attirer. Là, pour la question, je vais avoir votre avis à tous les deux. Mo, tu avais la parole, donc tu vas la garder. Et après, je te passerai à toi, Alan. On va passer en 2009. Donc, on sait qu'on a eu les départs, voilà, de Maldini qui a pris sa retraite, Kaka qui part au Real pour 65 millions d'euros. Et Ancelotti, du coup, qui part du Milan aussi, pour s'engager avec Chelsea. Si je dis pas Chelsea, de bêtises, ouais. c'est ça, hein. Exact. À quel point tous ces départs ont changé le visage du club? S'ils l'ont changé. Pour toi, est-ce que déjà ça a changé le visage? Et si oui, pourquoi? Bah, évidemment que ça les a changés. En fait, on se retrouve avec. En fait, il y a quelque chose qui a été important pendant cette période dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des investissements massifs début des années 2000. On a des chiffres assez colossaux au niveau du mercato. Je vais partager un lien sur le chat si vous voulez voir, mais c'est un petit lien qui nous récapitule les quelques dernières années. Et si on regarde en bas à gauche dans le bilan des transferts, sur l'année 2001-2002, on est à 120 millions de déficit sur le marché des transferts, donc avec les achats de Inzaghi, etc. Donc à l'époque, 120 millions, c'était énorme. Inzaghi, Rui Costa et compagnie. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'au final, tous ces achats, ils sont accumulés. On a une masse salariale qui est quand même assez énorme et les contrats ont été renouvelés avec des salaires de plus en plus élevés. À la fin de sa carrière, Maldini a réduit son salaire. Donc lui, qui était un des joueurs les mieux payés, a réduit son salaire. Je crois qu'il atteignait les 2 millions d'euros sur sa dernière saison. Ce qui est très bien pour montrer l'exemple, etc. Mais on avait des joueurs comme Bonera, Kaladze, Jankulovski qui avaient des sommes qui étaient aux alentours des 3 millions. Pour des joueurs à l'époque, les 3 millions de l'époque ne sont pas les 3 millions d'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, ça c'est clair. maintenant. Ouais. Et la base salariale était énorme et du coup, il y a cette gestion-là des joueurs qui n'était pas terrible. Et surtout, bah voilà, les départs. Shevchenko a été remplacé par Ricardo Oliveira, avec le succès qu'on connaît. Ancelotti est parti et la personne qu'on a trouvée pour le remplacer, c'était Leonardo, qui a pris la place qui n'était pas entraîneur, qui faisait juste office directeur d'entraîneur sportif, recruteur, directeur du recrutement à l'époque, mais qui avait lui-même dit qu'il ne voulait pas être entraîneur. Donc à partir de là, on voit que c'est mal géré et qu'il y a eu un souci quelque part. Est-ce que c'était pour réduire les coûts? Peut-être. Est-ce que c'est pour une autre raison? On ne la connaît pas malheureusement. Et toi, Alan, pour toi, Alan, à quel point tous ces départs ont changé le visage du club? Bah déjà oui, pour rebondir sur ce que dit Mo, c'est vrai que le cas Leonardo, on le recrute vraiment en pompier de service.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs insistantes comme quoi il y aurait eu peut-être Spalletti, il y avait Tassotti qui était l'adjoint d'Ancelotti aussi, qui était dans les petits papiers, et il y avait Rijkaard aussi qui était pressenti. Et c'est vrai qu'au final, on s'est retrouvé avec la personne sans doute la moins légitime pour diriger le club, pour diriger cet immense club. Donc forcément, ça, tu t'interroges, tu te demandes dans quelle direction va le club, et c'est vrai que c'était très mal géré. Ouais. Alors, Surtout quand tu vois Huntelaar, ailier gauche pour Leonardo, ça pique. alors justement, C'est clair. j'allais y venir justement à cette période mercato estivale. Donc je redis les départs. Donc on a eu Maldini qui a pris sa retraite, Kaka qui part au Real pour 65 millions. On a eu Gourcuff aussi qui est parti pour 13,5 millions à cette Bordeaux. époque-là pour Mm. Bordeaux. Et d'un point de vue arrivé, donc on a eu Odo qui est arrivé, on a eu Abaté aussi qui est arrivé et Untola justement dont vous en avez parlé qui est arrivé. Euh, donc voilà, pour tout ce qui était arrivé. Alan, est-ce que à ces périodes-là, donc avec Leonardo, voilà, qui était arrivé, est-ce qu'on parle plus d'une bande Terrera ou d'une phase de transition sous Leonardo? Ouais, moi je le vois plutôt comme une phase de transition malgré tout. Leonardo, il va vraiment tout changer sur l'aspect, sur le système de jeu. Il va passer en 4-3-3 avec un Seedorf qui va vraiment être meneur de jeu, etc. Deux ailiers, Pato et Ronaldinho. Et oui, je crois que c'est ensuite en attaque, on a Borriello qui fera sans doute Mhm, sa meilleure saison chez nous. C'était un système de jeu voilà, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On était vraiment habitué au système d'Ancelotti. Et moi, je trouve que cette année 2009, enfin 2009-2010, du coup, oui, ouais. l'année de Leonardo, elle est vraiment pas mauvaise du tout. On a fait ce qu'on a pu. Il y a ce super match face au Real Madrid en, en phase de groupe de Ligue des Champions où on gagne 3-2 chez eux avec un plateau extraordinaire. Et on finit troisième cette année-là, alors que moi, personnellement, j'en attendais rien de cette saison. Si on visait le top 5, c'était Mhm. déjà un record. Ouais, Je sais c'est même pas pas mal, comment on ouais. finit troisième. Et bah, le seul truc qui fait tâche cette saison, je pense que c'est l'élimination en huitième de finale contre Manchester United, où Wayne Rooney il va nous démonter à l'aller au retour, des buts de la tête, etc. Donc voilà une saison un peu de transition que je qualifie pas de sinistre compte tenu des circonstances. Ouais. Pour vous, le chat, est-ce qu'on parle plus justement d'une phase de transition ou d'une bande Terrera? Je regarde un peu si ça réagit. Donc on a l'ami ouais, Guillaume qui me dit que c'est plus une transition car voilà, il nous reste des Gattuso, des Pirlo, des Zedorf. Ils reviennent bien en plus, hein, Ouais. comparé à l'année d'avant. Ok, donc ouais, du coup, Valent, on a parlé un petit peu. L'aspect sportif en Europe, du moins, je suis pas forcément, parce que tu l'as dit, on s'est fait éliminer assez rapidement. Mais Mo, quand on voit ça, parce que c'est vrai que Leonardo, à la base, voilà, il était pas du tout coach. On me rappelle, il était plus directeur sportif. Pour toi, il s'en est bien sorti au final? Alors, on t'entend plus du tout, Mo, par contre. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon, parfait. La réponse est non. Pour moi, c'est non. C'est tout simplement non. D'une part, il n'avait rien à faire là. Mhm. Il l'a dit lui-même. Il est parti à l'Inter aussi, justement, un peu. Certains ont écrit Judas sur le chat. C'est J'ai vu vrai. tout à l'heure, oui. C'est ça. Enfin, il s'est vengé d'une certaine manière, mais effectivement, il a perdu toute crédibilité au niveau de l'instance milanaise parce que, enfin, il a fait des choses qui n'étaient pas du tout adaptées et il s'est retrouvé là par hasard. Euh, on est bien sorti avec les moyens du bord, mais le problème ne vient pas de lui toujours. C'est toujours tout ce qui est au-dessus. Donc Galliani et puis Berlusconi qui ont fait leur caprice. Donc Ouais. les arrivées de Ronaldinho, de Ronaldo n'auraient jamais dû arriver parce que elles ont créé plus de problèmes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes le club le plus titré au monde, Siamo Posto Così. On a ce qu'il faut. Et le problème, c'est que Berlusconi, même lorsque l'équipe allait moins bien, ce qu'il a fait
pour que ça aille mieux, c'est juste nous mettre des petits bonbons Ouais. avec Ronaldo, Ronaldinho, qui était qui était très bien, hein, qui était très bien à voir de temps en temps quand ils avaient le rythme et quand ils pouvaient jouer, Mhm. mais qui ont eu un impact assez considérable pardon, sur les finances du club avec une masse salariale qui a été très élevée à cette époque-là pour des joueurs qui n'ont pas apporté autant qu'ils devaient l'apporter, surtout quand on voit que Kaka est parti et que c'était lui qui portait l'équipe à ce moment-là, quoi. C'est vrai qu'il portait l'équipe quasi à lui Ouais, tout c'est- seul, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, je regardais le chat, on a Pierre qui nous dit que c'était plus une année de temporisation. Il enchaîne après sur, même s'il a trahi la gérée de fou cette saison, sans budget, il a trouvé 11 et nous a qualifié en Ligue des Champions. T'es d'accord avec ça, toi, avec Yann? Alan, pardon? ouais, je suis complètement d'accord. Surtout que, voilà, comme disait Mo, on a eu des petits bonbons par-ci par-là niveau joueur, mais c'était quand même des grands noms, là, les Ronaldinho, les Beckham, etc. Mais c'était des joueurs qui étaient quand même à pente descendante qu'il fallait relancer. C'est pas on achetait la star qui était à fond l'année d'avant pour justement qu'il passe un cap, etc. Donc en plus de ça, il fallait qu'ils essayent de se relancer. Et Kaka, tu le remplaces pas comme ça, hein. C'est sûr. Bah justement, Maud, tout à l'heure, t'en parlais, donc tu m'as quasi fait une transition quasi parfaite. Quand on voit les arrivées justement de Shevchenko qui arrive en prêt de Chelsea, euh, on voit voilà l'arrivée de Ronaldo qui était plus le grand Ronaldo comme on dit tout à l'heure. On a eu Huntelaar aussi qui est arrivé. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine façon d'ailleurs de casting pour toi? Évidemment, évidemment. Là, je vois sur le chat qu'il y a Pierre qui nous dit c'est cette année que Mancini arrive en hiver, non? J'avoue que je m'en souviens pas. Mais Mancini, Emerson, Shevchenko, Oh, Emerson. ouais. Oh oui, ouf. Euh, Aïe aïe aïe. Fernando Torres. Enfin, Ah, il y a ça a plein plein de ouais. joueurs qui n'ont plus que le nom, en fait. Vraiment, Mhm. voilà. Voilà, on vous donne le nom, il est là. Et puis ensuite, sur le terrain, ben, ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est que ces joueurs-là qui arrivent, c'est pas n'importe qui, encore une fois. L'impact sur la masse salariale, il est gigantesque. Une erreur de casting type Gilardino, qui a été acheté à une somme assez considérable à Parme, je crois que c'était 25 millions peut-être. 24, je 24 crois. millions, ouais. Ouais, c'est ça? Euh, Je crois que c'est mais ça. sauf que ce joueur-là, il avait un 23 petit millions, pardon. salaire, ouais, un petit salaire, et puis 3 ans après, il a été refourgué autre part, et l'argent perdu c'était pas si important, quoi. Il y a eu moyen de faire un amortissement sur ce transfert. Et au final, l'argent perdu sur Gilardino, on est à quasiment zéro. Tandis que pour ces joueurs-là, bah, il a fallu payer le salaire. Et puis finalement, ils sont partis. Pour certains, ils se sont un peu accrochés. Et pour d'autres, ils sont partis Mm. directement. Mais oui, c'est des erreurs de casting parce qu'il n'y a pas de vision sur le futur plutôt que de prendre un Emerson qui, ben, on le voyait très bien qui avançait plus. Mm. Il aurait été peut-être plus intéressant de miser sur d'autres personnes. Bah, voilà, Mathieu Flamini, un peu à cette époque-là, aurait pu être un très bon pari. Là-dessus, c'est un recrutement qui était assez intéressant, à paramètre zéro, mais le reste des transferts, ça s'est pas révélé Mm. concluant. Et il y a eu beaucoup de transferts de joueurs qui étaient dépassés. Voilà, mis à part le côté médiatique ou marketing, nous dit Pierre. Ouais. Et c'est exactement Ah, ça. aussi. Vas-y, Alan, vas-y, Aussi, vas-y. Ouais. ouais, non, je voulais aussi dire, ça va un peu dans le prolongement de ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi des joueurs qui surperformaient quand l'équipe allait bien et qui, une fois qu'on était dans le dur, ils étaient vraiment zéro. Comme Jean Kulowski, les Odo, enfin, Gilardino. Enfin, Gilardino, il a fait une top saison en 2007, l'année du titre. Et d'après, une fois que l'équipe est un peu dans le dur, c'est des mecs qui coulent et qui, au final, ben, s'avèrent être des transferts foireux, quoi. Ouais. Pour vous, le chat, quand vous voyez, justement, alors on a, bah, Mo a parlé de Torres, donc on a eu Ronaldo, Ronaldinho. Est-ce que pour vous, le chat, c'est plus un peu de la poudre aux yeux ou c'est vraiment
Milan a bien fait de les prendre. Je fais juste un petit point sur le chat. On a WizWiz qui nous dit les salaires des plus anciens plus l'achat de joueurs sur le déclin qui ont été achetés à cause de leur nom plus l'erreur de miser. Plus l'erreur De de miser. Mister, je pense. Oui, et de ne pas miser. Voilà, D'entraîneur. un coach sur le long terme, c'était beaucoup trop. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc ouais, au final, c'est un phénomène qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à maintenant, Alan, parce que c'est vrai qu'on a vu Milan bah, à l'époque justement vraiment bien gérer ses mercatos avec de belles arrivées. Voilà, on se souvient de Kaka, un joueur parmi tant d'autres, mais voilà, c'est vrai que Kaka, ça nous a pas mal marqué parce que c'était vraiment une coqueluche, on va dire, du club. C'est vrai que c'est assez inhabituel de voir Milan rater, j'ai envie de dire, ces mercatos. Est-ce que, pour toi, est-ce que, ouais, parce que c'est inhabituel, Alan, de voir justement Milan aussi mal gérer ses mercatos. C'est clair, on n'était pas habitué à ça. Et plus on essayait de. Enfin, j'ai l'impression que plus on en achetait, et plus c'était une décadence. Parce que il y a un mercato, je ne sais plus c'est lequel, entre 2008 et 2010, on recrute pour moins de 10 joueurs. Et sur les 10, je crois qu'il y a que Flamini qui avait réussi à un peu sortir son épingle du jeu. Et franchement, c'est assez catastrophique. Et c'est là que tu vois que le duo Galliani-Berlusconi, quand c'est vraiment à vriller et qu'un changement s'imposait, quoi. T'en penses quoi, toi, Ah, de ça, Mo, justement? justement, j'allais te demander, Alan, si Adrien, pardon, si tu pouvais mettre le graphique au niveau de la tendance et des abonnements, si tu l'as sous la main. Ces C'était sous forme un peu derniers, de classement, est-ce que c'était ça? Ou c'était... c'était celui Excel avec les bandes grises et bleues. Alors attends, normalement je l'ai, je vais peut-être me planter par contre. C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Tac, alors, pardon, excuse-moi. Oui, c'est exactement ça. Alors attends, hop, je vais le remettre juste comme il faut. Hop, voilà, parfait. C'est exactement ça. Et du coup, je ne sais pas si tout le monde peut le voir correctement. Voilà. Et si on regarde vraiment, ce graphique dit tout. Dit ce que disait Alan. C'est au niveau du recrutement, on voit l'impact que ça a eu, notamment sur cette saison 2009-2000, enfin sur la saison 2009 où Kaka est vendu. Donc c'est le quatrième graphique. On voit que la chute énorme au niveau des abonnements et au niveau de la présence au stade. Et ce genre de choses, en fait, c'était une manne financière qui, qui n'était pas négligeable. Et à cette époque-là, il y a des concurrents, donc les autres clubs, qui commençaient à avoir déjà des idées un peu plus loin. Donc je pense notamment à la Juventus qui a géré son retour du Calciopoli. Donc ils sont revenus après une saison, donc en 2007, qui sont revenus très rapidement en tant que leader sur différents points, notamment sur le point de vue marketing. Si tu as le graphique avec le fond bleu qui compare la Juve et le Milan, je veux bien que tu l'envoies également, s'il te plaît. Euh, c'est quoi celui-là? Est-ce que c'est celui-ci, je crois, si je ne m'abuse. Tac. Voilà. Et là-dessus, on peut voir en fait ce qui se passe au niveau de la Juventus et du Milan sur les 10 années entre 2006 et 2007. Milan, à la fin de son épopée C1, avait un revenu à 200 quelque chose de millions et ça a stagné. Il y a eu beaucoup d'impact au niveau des recrutements, des salaires, etc. Il y a eu beaucoup d'impact au niveau des abonnements, mais la Juventus a réussi assez rapidement à mettre en place un projet de stade. Donc en 2008, je crois qu'ils mettent en place leur projet de stade pour remplacer le Dele Alpi. Et ils arrivent à créer quelque chose, à créer de la valeur en partant donc de biens à eux. Et ils arrivent à créer des revenus. Ils ont... Et c'est le problème en fait de Milan, c'est qu'ils sont toujours restés au même niveau. Ils n'ont pas cherché à créer des nouveaux revenus, que ce soit par la possession du stade, et on voit le problème que ça pose aujourd'hui, avec un stade qui est vétuste et les deux clubs de Milan sont bien en arrière comparé à tous leurs concurrents internationaux et on voit l'impact que ça a sur les finances aujourd'hui parce qu'ils doivent partager les sous avec surtout la ville de Milan
vu qu'ils ne sont que locataires et que ça a un impact assez important sur les futurs budgets, parce que la construction d'un stade, ce n'est pas rien malheureusement. Et pour attirer les sponsors, c'est beaucoup plus facile d'avoir un stade propre à soi notamment. Ouais, c'est vrai qu'on voit, c'est vrai que c'est assez abusé. Le gouffre, en 2016-2017, Milan, on voit, c'est à 191 millions et la Juve, 405 millions. C'est énorme. Alan, je t'ai entendu, je t'ai senti choqué, Alan. Ah, je suis choqué. Le fossé qu'il y a entre les deux clubs, c'est monstrueux. J'ai pas les mots. Et Dans le chat, pourtant, qu'est-ce que ça dit? On a Flo qui voilà, nous dit Beckham, c'était un peu à la mode à l'époque, les joueurs de MLS, j'imagine, migraient 4 mois en Europe. Oui, Donovan Everton, Henry Arsenal, Beckham au Milan. Ça se fait plus depuis, c'est vrai. On a WizWiz qui nous dit c'était également la période de transition entre le football des années 2000 et celui de 2010 était très différent, pardon. Les décisions n'ont pas été faites en tenant compte des paramètres du football moderne, que ce soit le style des joueurs, le marketing, etc. Oui, c'est ça, oui, exactement il y a ça. Starling qui nous dit, c'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit. Il y a aussi le fair play financier qui a pas été bien anticipé. Ouais, qui a pas été bien anticipé. Ouais. Les premiers drafts du fair play financier, je crois que ça tombe en 2010 et que c'est ou 2013 et que c'est mis en place quelques années après. Je confonds toujours aux alentours de 2013. Mais oui, ça rejoint en fait cette histoire de création de revenus. Et le problème, c'est que Milan a toujours été financé par Berlusconi Ouais. uniquement et que c'était son petit projet à côté de vie politique et des affaires. Et quand il en a eu marre, il a coupé les vannes. Et Milan a stagné jusqu'à arriver à la Ouais. vente pour Lee. Voilà. Mhm. Ouais. Alan, juste pour revenir très rapidement, puis on fermera la page sur ça. C'est vrai que c'est assez significatif quand même quand on voit le nombre de tickets vendus, voilà, qui s'est pas mal baissé. Le gouffre justement entre la Juve, c'est assez significatif quand même, Alan, je trouve. Ah, c'est clair, surtout que la Juve, elle repart de rien. Enfin, quand tu vois dans le graphe quand ils étaient en série B, que la courbe était évidemment basse, enfin haute, parce que les supporters étaient toujours là, et que tu vois que malgré que Milan soit toujours une tête d'affiche entre guillemets, qu'ils ont quand même les coupes d'Europe, etc., et qu'ils n'arrivent pas à, à faire mieux que ce qu'ils font, tu comprends que le problème, il est catastrophique et qu'on est en plein dans les prémices de la bande Terrera. Hein. Ouais. Et justement, Mo, est-ce que justement Milan a peut-être un peu mal anticipé ce qui s'est passé, ou alors voilà, c'est le fait que vraiment Berlusconi s'est mis dans l'autofinancement et c'est ce qui nous a mis un petit peu dans la merde, hein, faut le dire, hein. Ou est-ce que c'est juste que Milan, voilà, a mal anticipé les choses? C'est des deux. C'est tout Les deux, ouais. simplement les deux. Est-ce que l'un est lié à l'autre? Oui, sûrement. Est-ce que Berlusconi n'avait plus envie d'investir? Je pense que oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, Berlusconi a toujours eu 1000 affaires à la fois, que ce soit Mediaset, que ce soit autre chose, via la Fininvest, via sa carrière politique. Est-ce que pour lui, le Milan était juste une vitrine et puis une fois qu'il était élu, bon, on arrête? Je ne sais pas. Mais ça a eu un poids là-dessus. Au moment où il a refusé d'éponger les dettes et de mettre de l'argent et que le fair play financier arrivait et pointait le bout de son nez en disant attention, vous ne pourrez plus investir comme vous voulez, ben, ça s'est arrêté. Et puis, du coup, il y a toute cette fin de cycle des sénateurs, des vainqueurs de 2007, où on s'est retrouvé avec une masse salariale qui était énorme Énorme. pour un résultat qui n'était pas du tout satisfaisant, je crois. Ouais, pardon. Oui, on est parmi les, je vérifie mes stats, pardon, mais sur cette époque-là, donc 2008-2009, on est parmi les premiers ou deuxièmes pour des résultats au niveau du championnat qui sont pas géniaux et ça a été très mal géré et il n'y a pas eu de pari sur l'avenir, il y a eu un pari sur le statu quo. Ouais. Bah, évidemment que tout le monde n'aura pas la longévité de Maldini ou de Costa Curta. Voilà, on voyait mal Shevchenko réussir à faire ses courses à 39 ans, quoi. Ça n'aurait pas Mm. fonctionné. Pour vous, le chat, c'est quoi? C'est vraiment que Milan, comme je posais la question à Mo, est-ce que pour vous, c'est vraiment que Milan a mal anticipé ou voilà, c'est juste le fait que Berlusconi passe dans ce stade d'autofinancement, voilà, qui nous a mis justement dans ces fameux prémices, comme on a entendu tout à l'heure.
On a Pierre, pendant qu'il nous dit Berlusconi n'a jamais été un économiste fou. Il a multiplié les erreurs de placement et d'investissement. Il a investi en 2009 dans l'automobile, ça n'a pas marché. En 2011, il s'est lancé dans l'immobilier, ça n'a pas marché non plus. C'est un très bon politicien et gestionnaire, mais en tant qu'homme d'affaires, c'est un peu un foudre de guerre. Ok. Alors justement, est-ce que, alors peu importe l'un de vous deux, hein, celui qui serait d'attaque pour répondre à ça, est-ce que le fait que voilà Berlusconi soit en plus de Milan un homme d'affaires, voilà, comme Pierre le disait, qui sont investis un coup dans l'immobilier, un coup dans l'automobile, pardon, est-ce que bah, à force de jouer sur plusieurs tableaux, est-ce que c'est aussi ça où bah où on était obligé de se mettre dans ce fameux autofinancement? Bon voilà, peu importe, celui qui se sent d'attaque. L'autofinancement n'est pas une mauvaise Tu chose en veux? soi, si c'est bien géré. Ouais. Le problème, c'est que ça n'a pas été anticipé et que du coup, on se retrouve un peu comme ça, quoi. Mhm. Les joueurs qui avaient à cette époque-là, personne n'allait les acheter. Seedorf, Ambrosini, Nesta, ils sont tous partis en fin de contrat, il me semble. Ouais. Mis à part de... Non, Ambrosini, pardon, a fait une pige à la Fiorentina, Ah, mais gratos. Il n'y avait plus aucune valeur, quoi. Enfin, on pouvait pas vendre ces joueurs-là, ça n'aurait rien apporté. Donc l'autofinancement, à partir du moment où tu as un vivier qui peut être renouvelé, qui peut apporter des sous, c'est très bien. Ouais. Mais quand tu as des joueurs qui sont en fin de carrière, ça ne marchera pas, c'est sûr. Mhm. hmm, Ouais, ouais, c'est ça. on a Guillaume qui me dit la défaite en 16e en Europa League au Werder montre que Milan n'est plus le monstre européen qu'il était. Et c'est vrai qu'au Werder, en Europa League, qui plus est, c'est vrai qu'on s'est fait sortir bah, dès les 16e, hein. Donc ça, c'est vrai que forcément sur la scène européenne, ça C'était fait mal. l'UEFA à l'époque, c'est ça? Ah oui, c'était ça, ouais. Ouais. Ouais, L'UEFA. il me semble, ouais, ouais, ouais. T'as raison, je crois, ouais. Donc, dans cette période-là, Alan, Milan, c'est l'équipe la plus vieille de Serie A, 29,5 ans, pardon, 29 et demi, de moyenne d'âge. Donc, je rappelle, on a encore des Inzaghi, des Gattuso, des Ambrosini, bah, qui sont plus tout jeunes, hein, faut dire ce qu'il y a à l'époque. Est-ce que déjà, à cette époque-là, on pouvait déjà s'inquiéter des performances qui allaient venir? Bah ouais, surtout quand tu vois les remplaçants, enfin les joueurs qui remplaçaient nos vieux briscards. Déjà, quand tu vois que Cafu et Serginho, ils s'en vont et que c'est remplacé par Antonini et c'était qui Odo, je crois. Antonini et Odo, des mecs comme ça. Bon, les mecs, ils sont sympas, hein, mais bon, ils sont là pour jouer au Milan, jouer les premiers rôles, alors que c'est des joueurs plutôt moyens. Moi, la seule satisfaction que j'ai dans ce bourbier, dans ces transferts un peu réussis, c'est ceux de Pato et Thiago Silva et Ronaldinho. Et par contre, tout le reste, enfin, c'est des échecs. Tous les joueurs qui ont été remplacés, les Maldini, je peux te dire un exemple concret. Je sais pas, même enfin, je prends un mec comme Untela aussi qui était dans le dur au Real, qu'on l'achète, qui essaie pour se relancer, même ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, Mhm. tu te dis qu'on va tomber dans une banderera. Enfin, c'était prémédité pour moi. Ouais. T'en penses quoi, ça, justement, toi, Mo? Je suis assez d'accord là-dessus, hein. Il y a pas grand-chose à ajouter, malheureusement, Ouais. honnêtement. On voit juste Euh, au niveau des bilans que ces transferts-là, etc., ont eu un impact, quoi. Et les seuls moments où Milan a eu un impact, un bilan positif, pardon, c'était mhm. au niveau des grosses ventes, donc que ce soit Thiago Silva et Ibra ou Kaka à cette époque-là. Ouais. Et, Donc ça, oui, vas-y, je vais finir, excuse. Vas-y. pardon. Et oui, et du coup, ça montre bien que c'était ça, ça tenait uniquement à ça, quoi. Il fallait se débarrasser de ces joueurs-là pour avoir un bilan sain, mais du coup, sportivement, évidemment que ça empathie. Mhm. Mm. Et c'est vrai que du coup, je parlais des Inzaghi, Gattuso, Ambrosini. Donc ça, on en reviendra aussi pour la partie 2, Alan. Mais est-ce que Milan aurait dû peut-être un peu plus s'activer pour retrouver des remplaçants? Parce que bah, au final, c'était un peu plus compliqué. Alors si on a eu Ibrahimovic, hein, qui est arrivé, mais est-ce que Milan n'aurait pas dû s'y prendre peut-être un peu plus avant? Ah Peut-être bah plus miser clairement. sur des jeunes, je sais pas, hein. Si, clairement, clairement. Surtout que tu avais des joueurs qui étaient, enfin des joueurs, des bonnes opportunités. Et comme on le disait en début d'émission, le Milan, ça attire quand même malgré tout. Donc tu pouvais
tu pouvais arracher des pépites, même en autofinancement. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un coup raté de la part de la direction. Ouais. Et justement, alors, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut vraiment parler de prémisse d'une Banterera ou vraiment la Banterera, elle a déjà commencé en fait? Pour moi, ce qui restait, en fait, c'était vraiment de la poudre aux yeux et c'était l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Mais effectivement, on y était déjà. Personnellement, j'avais du mal à regarder la fin de Ancelotti parce que dans le jeu et dans ce qu'il proposait, c'était plus du tout Mm. la même chose et on le voyait. C'était poussif. Et pour revenir pardon, à ce que disait Alan par rapport aux jeunes, euh, il y a aussi cette culture italienne qui est très difficile dans le sens où les Italiens, aujourd'hui encore, pour qu'un jeune Italien fasse son trou, c'est quand même très difficile. On voit l'exemple Mm. de Verratti récemment, qui a dû partir à Paris pour être connu sur la scène internationale. Tonali est toujours il est toujours considéré aujourd'hui comme un petit gamin, alors que peut-être que dans d'autres pays, ben voilà, on a des Haaland, on a des Mbappé, on a plein de joueurs. Et je pensais, on pouvait pas forcément donner la place aux jeunes dans le sens où, en attaque, à Milan, à un moment, il y avait Inzaghi, Shevchenko, Crespo, Thomasson. Dans l'équipe réserve, il y avait un jeune joueur qui est aujourd'hui à Arsenal, qui s'appelle Aubameyang. C'est vrai. Ben, personne ne pouvait d'une part prédire qu'il allait être aussi bon, mais d'autre part qu'il allait éclore de cette manière. Mm. Il n'a jamais eu le temps, l'opportunité de se mettre en avant, peut-être un ou deux matchs en amical en pré-saison. Et c'est la même chose pour beaucoup. Gourcuff, ouais. Et Gourcuff, c'est vrai. Gourcuff, Gourcuff, même les joueurs qui sont revenus par la suite, les Matri, Borriello, Abate, Antonini, ils ont tous appartenu au club, ils sont tous partis en vendus, puis revenus ensuite. Et ça montre bien qu'il y a un souci au niveau de la gestion et de la confiance qui est donnée à ces jeunes joueurs. Pour toi, là, justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période, on va dire, allez, 2007 à 2010, pour toi, qu'est-ce que tu peux retenir de ça, justement? bah, il y a déjà la Coupe du Monde des clubs qu'on remporte brillamment. Ça, c'est un des moments que j'ai vraiment kiffé. Avec, bah, d'ailleurs, attends, j'ai le petit maillot là, Magnifique. ah, Magnifique, Alan. avec le petit World Cup là, avec l'homme du tournoi, le petit caca, tu vois. J'avais envie de le montrer. Mais, mais plus Très bien, très sérieusement, bien. ouais, on retient pas grand-chose, hein, c'est surtout des déboires. Ah si, il y a une image, par contre, il y a un truc que je kiffais pendant ces années, c'est que quand il y avait un coup franc pour Milan, le ballon se posait et tu avais Pirlo, Beckham, Ronaldinho, Kaka devant le ballon. Et là, à chaque fois, on disait, mais qui va tirer? Qui Ah, va quand t'avais tirer? ça. Ça, c'était kiffant. Bah, à part ça, à part la petite lumière de Pato aussi qui mettait un peu de lumière dans ce marasme, enfin, dans ce bourbier. Il n'y a pas grand chose à retenir à part des petites désillusions, quoi. Ouais. Mo, après, on va pas tarder à finir là-dessus, justement. Est-ce qu'on peut quand même, si on creuse bien, si on cherche bien, retenir quelques petites choses positives où vraiment quasi tout est acheté de cette période-là, de 2000, allez, de 2006-2007 à 2010. Honnêtement, peut-être parce que je suis plus vieux que certains, je ne sais pas, mais j'ai vraiment du mal avec cette période-là quand on voit comment certains joueurs ont été traités, Mhm. qu'il s'agisse d'Ambrosini, qui fait une pige à la Fio totalement Ouais, ridicule ouais, malheureusement, que ce soit Maldini sur son dernier match qui est sifflé, que ce soit Seedorf qui est côté, Pirlo qui est envoyé à la Juve. Ça fait vraiment mal au cœur pour quelqu'un qui a grandi avec ses joueurs et qui les a vus sur le toit de l'Europe. Il y a des choses positives évidemment. On voit des joueurs comme Pato, voilà, qui ont apporté beaucoup au niveau moral. Ça a été une joie de voir Pato, un petit jeune qui débarque comme ça. ouais. Mais non, malheureusement, on le sentait que s'il n'y avait pas un déclic, ce serait fini pendant un petit moment et jusqu'à peut-être 2020,
on savait que ce serait difficile, quoi. Ouais. Il y a aussi le cas d'Ida aussi qui m'a beaucoup attristé, moi, où il te fait une campagne de Ligue des Champions 2007 exceptionnelle et qui après enchaîne les bourdes, se fait expulser en Champions League. On se retrouve avec l'Australien Kalak là, qui a fait ce qu'il pouvait, hein, qui avait fait un sacré match contre Arsenal à l'aller, mais voilà, la déchéance de Dida aussi, ça m'a vraiment peiné parce que c'était un gardien que j'aimais beaucoup et voilà, c'est aussi ça qui fait que cette période elle est assez sombre quand même. Ouais. Pour toi, moi, justement, parce qu'on sait que le dernier titre en Ligue des Champions de Milan remonte à 2007. Est-ce que, justement, après 2007, Milan n'est plus un grand d'Europe ou, ou pas? À tes yeux, à tes yeux. À mes yeux, non, Milan était toujours un grand d'Europe et avec Ancelotti, ça allait rouler. Ça aurait pu rouler encore quelques années. Ouais. Avec Ancelotti, ça aurait pu fonctionner encore quelques années. Mais quand on décide de vendre l'attaquant principal, en la personne de Shevchenko, et puis quelques années plus tard de vendre le meneur de jeu en la personne de Kaka, bon, c'est les 2 derniers ballons d'or qui quittent le navire, quoi. Enfin, à partir de là, tu peux pas faire grand-chose. Et quand tu vois la défense, c'est Maldini, Nesta, Kaladze, il y en a un qui est toujours à l'infirmerie, l'autre qui a 38 ans. Tu sais que malheureusement, ça va pas durer, quoi. Ouais. Il y a personne derrière. Alan, pour toi, justement, cette victoire en Ligue des Champions 2007, est-ce que c'est un peu comment dire, un nouveau chapitre qui s'écrit? Parce que voilà, on sait que Milan vieillit, on a parlé de voilà d'autofinancement. Est-ce que c'est la fin d'une ère après justement cette victoire en Ligue des Champions? Ouais, c'est la fin d'une ère, clairement. En plus, elle arrive justement juste après le Calciopoli. Donc, les Milanais, enfin, les Italiens, en général, ils avaient à cœur de montrer qu'ils en avaient dans le ventre, quoi. Donc, il n'y avait pas meilleure façon de clôturer un tel chapitre qui est merveilleux, qui a commencé en 2001 avec l'arrivée d'Ancelotti. Et voilà, ouais, je pense que c'est vraiment la fin d'une ère. Pour moi, moi qui ai grandi dans ces années-là, c'est des souvenirs impérissables, quoi. Mm. Pour vous, le chat, est-ce que justement, après cette victoire à Athènes, est-ce que pour vous, c'est une nouvelle page qui se tourne, la fin d'une ère? Je vais refaire un petit tour rapide sur le chat. J'ai vu parler de Dida, ouais, justement Guillaume qui nous disait, après la saison calamiteuse de Dida, c'est Abbiati qui est rappelé de près exprès. Ouais, Justement, ouais. aussi. On a eu Storari aussi en gardien qui était arrivé, c'est vrai aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a pas des choses très très belles, pas de très beaux souvenirs. Après, bon, bah, c'est le foot, Bah, c'est vrai que c'est l'histoire. Après, c'est vrai qu'on voit, il y a des clubs un peu plus récemment, on va dire, qu'il y a eu Liverpool, hein, qui est vraiment bien ressorti aussi, qui a par la suite gagné la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que voilà, on sait que Milan retombera sur ses pattes. On a Louise qui nous dit 2008-2009, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu ouvrir un nouveau chapitre. Et Guillaume qui nous dit non, c'est la 5e place en championnat qui marque la fin de l'ère européenne. Ok. Eh ben messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ça? Bah écoute, ouais, bah si je voulais juste rajouter aussi que là c'est une ère qui se terminait, mais qui se termine avec un symbole, c'est que c'est Pippo Inzaghi, l'un des vieux briscards, qui marque le doublé à Athènes, du coup, Athènes, ouais, c'est vrai. 30, il avait quoi, il devait avoir 34-35 ans en 2007, Mhm. et c'est un symbole, enfin c'est comme un symbole, quoi. Mo, Et est-ce que tu as des choses à rajouter toi par rapport à ça? je voulais juste rajouter sur le commentaire de Pirlo. Effectivement, la 5e place, c'est ça qui a tout tué, les investissements qui avaient été mis en place. Et se retrouver avec une 5e place, c'est quand même difficile et tu as l'impression qu'ils ont décidé de tout fermer. On abandonne, on laisse tomber et puis on vous laisse. Parce que même les Copa Italia, les 3 années là, il me semble qu'on se fait éliminer dès le début en 8e de finale, honteusement à chaque fois. Donc même si même les coupes, t'es même pas capable de faire bonne impression, ça craint, quoi. Après, je regarde juste le classement global. On peut se dire que Milan n'a jamais fini en 2e partie de tableau depuis un petit moment, donc c'est déjà ça de prix. On saura pas comment on peut dire. Voilà, c'est ça. Sur les 10 dernières années, il n'y a pas grand-chose à sauver. Ouais.
Ok. Bon bah messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission avec moi. C'était très très plaisant en tout cas Ouais. de par vos dires, de par le chat aussi qui a dit pas mal de choses aussi intéressantes. Et il était vivant, le chat, Ouais, c'est ouais, bien. on était une C'est petite, sympa. il y a une petite quinzaine de moyenne. Donc merci au chat d'avoir été présent, d'avoir interagi avec nous. Même juste d'avoir regardé, ça fait très très plaisir. Émission, encore une fois, une émission très très intéressante. J'ai trouvé, Ouais. moi, partager ça avec vous, franchement, c'était très très bien. Beaucoup, on a On appris se beaucoup, j'ai appris retrouve. beaucoup de choses, perso, ouais. Bah, c'est vrai que bah, ça sert à ça aussi l'apéritivo. Et C'est nous, on va se magnifique. retrouver justement dans 2 semaines pour la partie 2 des prémices de la Banterera. Donc, on parlera d'Ibrahimovic, des Thiago Silva, des Ronaldinho et de plein de choses encore. Donc, Et restez qu'on sort. connectés. On parlera de tout ça tous ensemble. Et voilà. Et ben, messieurs, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous le chat ce soir et on vous dit bah, à dans 2 semaines et force à vivant. Ciao les gars. Ciao les Bonne mecs. soirée.